Si vous n'en êtes pas victime, vous êtes certainement chanceux et heureux. Si vous êtes victime, vous devez le savoir. Si vous le faites vivre aux autres, vous êtes certainement condamnable. Bienvenue une fois de plus à ce canal. Je propose aujourd'hui que nous échangions sur l'une de nos principales limitations, qui n'est rien d'autre que la résignation apprise ou plus communément l'impuissance apprise. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce canal, c'est l'occasion de le faire maintenant pour rejoindre cette grande famille que nous voulons unir autour de l'idée selon laquelle, avant de savoir quelque chose, on ne le sait pas. Pour le savoir, il faut apprendre, car la connaissance, elle, est une source potentielle d'épanouissement. À tout de suite. Pour bien comprendre ce que c'est que l'impuissance apprise ou la résignation apprise, on peut s'intéresser à trois expériences qui me semblent assez intéressantes et pertinentes pour comprendre le phénomène. La première expérience est celle menée par le psychologue Martin Seligman en 1967. Martin Seligman s'est servi de trois groupes de chiens attachés à des harnais et auxquels on appliquait des charges électriques. Le premier groupe a été rapidement libéré de ces décharges électriques. Le deuxième et le troisième groupe, par contre, étaient reliés en parallèle et donc le levier pour s'échapper de la décharge électrique est mis à la disposition du second groupe. Et donc, le troisième groupe ne pouvait échapper aux décharges électriques que si le second appuyait sur le levier. Et là, on s'est rendu compte que le second groupe réussissait tant bien que mal, parfois, à appuyer sur le levier et à stopper les décharges électriques. Le troisième groupe, par contre, a appris son incapacité à se défaire des décharges électriques qu'il recevait. Ça, c'est la première phase de l'expérience de Martin Seligman. Et donc, dans la deuxième phase, on a reproduit la même expérience, mais cette fois-là, au lieu d'attacher des chiens au harnais, on les a mis derrière simplement un muret, un petit mur qu'ils pouvaient rapidement sauter pour échapper aux décharges électriques qu'ils recevaient, qui leur étaient appliquées. Mais on s'est rendu compte, en menant cette seconde phase d'expérience, que le premier et le deuxième groupe réussissaient rapidement à sauter le mur et donc à s'échapper des décharges électriques. Le troisième groupe, par contre, on les a retrouvés recroquevillés sur eux-mêmes, subissant l'impact des décharges électriques et pratiquement déprimés, entrant en dépression. Et ce phénomène s'explique simplement par le fait que dans la première phase, on a appris au troisième groupe son incapacité, ou il a appris. Le troisième groupe de chiens a appris par lui-même son incapacité à se défaire des décharges électriques qui leur étaient appliquées. La deuxième expérience est celle du poisson. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit simplement d'une expérience dans laquelle on a pris deux poissons, dont l'un carnivore, c'est-à-dire l'un des poissons est lui-même un mangeur de poissons, et on a mis donc un petit poisson et un autre poisson, notamment le crochet, dans un bassin. Et entre les deux, on a mis un mur, c'est-à-dire on a mis une sorte de barrière de verre qui sépare les deux, crochet et le petit poisson. Et donc, ce qui se passe, c'est que le crochet, qui est mangeur d'autres poissons, va voir le petit poisson de l'autre côté, il va essayer de s'attaquer à lui, de le manger, mais chaque fois, il est confronté au mur qui l'empêche d'atteindre le petit poisson. Et plus il va répéter cette expérience, plus il va répéter ses attaques et se rendre compte de son incapacité à atteindre le petit poisson, plus il va intégrer le fait que, en réalité, bien qu'il voit le petit poisson, il lui est incapable de l'atteindre. Il va donc devenir impuissant à atteindre le petit poisson qui est de l'autre côté. Alors, dans la seconde phase de cette autre expérience, on enlève le mur de verre, c'est-à-dire que la séparation en verre qui est entre les deux poissons, et les deux poissons sont toujours dans le même bassin. Et ce qui va se passer cette fois-ci, c'est que le crochet, malgré le fait qu'on l'ait suffisamment affamé
pour qu'il puisse manger tout type de poisson qu'il verrait autour de lui, va simplement se résigner et va se mettre de son côté et ne va même pas chercher à attaquer le petit poisson qui nage simplement calmement de son côté. Voilà une autre expérience à travers laquelle le crochet lui a appris, il s'est résigné, il a appris sa résignation et donc malgré la faim qu'il habite, il ne peut plus attaquer le petit poisson pour se nourrir. La troisième expérience est une expérience beaucoup plus indienne, très connue d'ailleurs. Il s'agit de celle de l'éléphant, c'est-à-dire qu'on prend un éléphant dès son plus jeune âge et on l'attache à une corde sur un piquet dès son plus jeune âge et donc on s'arrange pour que la corde qui l'attache, il lui soit impossible de s'échapper. Malgré l'effort de son jeune âge qu'il peut fournir, il ne peut pas s'enfuir et donc on va le maintenir dans cet état attaché pendant un certain temps, c'est-à-dire que pendant un certain temps, pendant sa croissance, et donc, rendu à l'âge adulte, puisque rendu à l'âge adulte, on connaît l'éléphant, il est assez volumineux, c'est un animal qui est gigantesque, et donc, rendu à cet âge-là, ne disposant pas de corde suffisamment solide pour l'attacher, et même de piquets suffisamment solides pour le retenir, on va simplement lui attacher une petite ficelle au pied et donc l'accrocher à un petit piquet qu'il peut même par lui-même dégager d'un petit geste. Et donc, dans cette autre expérience, on se rend compte de quelque chose de stupéfiant, c'est que l'éléphant, malgré son gros gabarit, malgré sa capacité à pouvoir détruire l'objet qui le retient, il ne va rien faire. Il ne va rien faire simplement parce que dans son enfance, il a appris par lui-même qu'il lui était impossible de s'enfuir, simplement parce que cette ficelle qui le retenait, cette corde qui le retenait, il a encore en mémoire son incapacité à s'enfuir tant que il sent cette ficelle-là sur son pied. Donc voilà ces trois petites expériences qui ont toutes en commun le fait que ce soit les chiens du troisième groupe, que ce soit l'éléphant, que ce soit le crochet, ils ont tous, par un phénomène ou un autre, appris leur incapacité à réaliser ce qu'ils feraient en temps normal de manière très simple, de manière ce qui serait pour eux en temps normal une évidence à réaliser. Revenons donc à notre société contemporaine. Et là, on peut comprendre clairement qu'il s'agit d'un phénomène qui vise à construire chez les individus des barrières psychologiques, les rendant incapables à réaliser par eux-mêmes un ensemble de choses, même des choses qui parfois sont évidentes et pour lesquelles ils sont naturellement doués à le faire ou ils pourraient le faire avec une certaine aisance. De mon point de vue, elle puise ses sources sur au moins trois plans. Le premier plan n'est rien d'autre que la société dans laquelle nous vivons. Le second est certainement l'environnement plus proche d'où on vient. Et le troisième est beaucoup plus sur un plan personnel. Alors, pour ce qui est de la société dans laquelle nous vivons, on est en permanence plongé dans une société qui nous attribue des bons points, des mauvais points à tout vent. Et donc, une telle société, de mon point de vue, a tendance à développer chez des individus des incapacités qui, en réalité, ne sont pas de leur fait, mais du fait de la société. Prenons un exemple pour être plus concret. Si vous vivez dans une société dans laquelle on a tendance à vous faire croire que la réussite dans des activités commerciales, par exemple, relève d'un potentiel d'une certaine communauté, il y a de fortes chances que vous qui n'êtes pas issu de cette communauté-là, que vous ne fassiez jamais l'effort de franchir le cap et donc de réaliser ou de performer au maximum dans cette activité, dans l'activité commerciale. Si vous êtes dans une société dans laquelle une catégorie
ethnique ou sociale est considérée comme étant la plus brillante du point de vue scolaire, il y a de fortes chances que vous qui n'êtes pas forcément issu de cette catégorie sociale, que vous intégrez rapidement votre incapacité, que vous appreniez votre incapacité à réussir à l'école et donc à penser simplement que l'école est réservée aux autres. Donc voilà quelques éléments qui, de mon point de vue, font que l'impuissance apprise est en partie issue de la société dans laquelle on vit. Et donc, c'est encore plus grave lorsque on est dans une société dans laquelle la recherche d'emploi est très souvent conditionnée par l'obtention de très bons diplômes avec des grades très intéressants, avec des très hauts grades. Et donc, ceci a tendance à construire dans l'imaginaire des uns et des autres une incapacité à réaliser certains travaux parce que ils doivent certainement se dire que, étant donné que l'emploi qui est offert est conditionné par l'obtention de ces grades-là et comme ils n'ont pas atteint ces grades-là, ils sont forcément incompétents. Sur le plan de nos origines, d'où on vient, on peut simplement noter que si vous êtes issu d'une famille dans laquelle vous n'avez par exemple aucun grand frère qui a excellé dans un domaine ou dans un autre, il y a de très fortes chances qu'il vous soit impossible d'aller au-delà du petit niveau où vous vous trouvez. Si vous êtes dans une famille dans laquelle on tient en permanence des propos désobligeants, ou en permanence on a tendance à vous rappeler votre incapacité à réaliser quoi que ce soit, à réussir quoi que ce soit, il y a de fortes chances également que vous intégrez plutôt cela comme faisant partie de vous et donc que vous construisiez une certaine résignation et donc vous développiez cette incapacité à réaliser par vous-même un certain nombre de choses ou à faire éclore le potentiel qui est le vôtre. Sur le plan individuel, cela relève davantage du mindset, de cette capacité, et c'est là que réside toute la clé, parce que sur le plan individuel, si vous ne comprenez pas, comme l'a dit brillamment Viktor Franklin dans son ouvrage Man's Search for Meaning, l'incapacité qu'on a à réaliser une certaine tâche parfois nous invite plutôt à nous changer nous-mêmes. Et se changer soi-même, c'est davantage un processus interne qu'un processus externe. Donc, sur ce plan personnel, c'est davantage une question de mindset, une question de mentalité qu'il faut améliorer. Mais maintenant, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait que la société construit en nous cette capacité de résignation, cette capacité d'impuissance apprise, une fois qu'on sait que nos origines peuvent être un facteur qui développe en nous cette résignation apprise, une fois qu'on sait également que intérieurement, on peut s'auto-construire cette impuissance apprise. Comment est-ce qu'on fait pour se départir de cela? Alors, j'ai quelques pistes. Je vous propose également, si vous en avez d'autres, de les mettre en commentaire pour que le partage soit plus grand. Le premier moyen est simplement de savoir se redonner le goût de la réussite. Savoir se redonner le goût de la réussite, ça passe par le fait, parfois, d'accomplir des tâches qui sont plus faciles, qui sont même faisables par le n'importe qui, parce que cela aura pour effet de donner à notre cerveau, de donner à notre âme cette capacité à se réjouir parce que ayant accompli une tâche. Donc, cet aspect est tout aussi important, savoir se redonner le goût de la réussite, savoir
s'attribuer un certain mérite parce qu'on a réalisé une tâche, même fût-elle évidente à faire. La deuxième proposition que je fais, c'est d'appliquer en permanence cette technique de diviser pour régner, parce qu'en réalité, en permanence, on va se retrouver en face des tâches très complexes. Et donc, si on ne comprend pas qu'il faut parfois diviser ces tâches complexes pour lesquelles on a une perception d'incapacité à réaliser, si on n'a pas cette capacité à la diviser en des petites tâches ou des grands objectifs en des petits objectifs pour les accomplir, il y a de fortes chances qu'on n'y parvienne pas. Donc, le deuxième point, c'est simplement de pouvoir appliquer en permanence cette technique de diviser pour régner. La troisième proposition que je peux faire, c'est celle qui commande de ne retenir des autres que ce qu'on juge être utile pour nous, et donc ce qui nous apporte un plus. Donc, ne retenir des autres que ce qui nous apporte un plus, et donc ça nous empêche forcément d'accorder du prix à des facteurs dévalorisants, à des paroles dévalorisantes, à des comportements dévalorisants à notre endroit. La quatrième proposition que je peux faire, c'est de savoir se choisir un modèle, mais en gardant à l'esprit qu'on peut toujours faire mieux que notre modèle. Parce que lorsqu'on a un modèle, le modèle a ceci de particulier qu'il nous montre d'entrée de jeu que c'est possible, que ce qu'on envisage est possible, mais en plus, si on garde à l'esprit qu'on peut faire mieux que le modèle, on se retrouve forcément dans une situation où on va produire une performance qui est nettement meilleure. Alors, pour bien comprendre l'importance du modèle, échangeons rapidement sur une histoire qui a marqué l'histoire de l'athlétisme. Il s'agit de l'histoire de Roger Bannister. Roger Bannister était étudiant en médecine à Oxford et en même temps, Roger Bannister était un athlète à ses heures perdues, un athlète amateur, comme on dirait. Roger Bannister, dans les années 1950, courait donc ce qu'on appelle le mile. Le mile, c'est l'équivalent d'à peu près 1600 et quelques mètres. Et donc, Roger Bannister courait le mile et le meilleur score que Roger Bannister avait réussi à faire, c'était autour de 4 minutes et 20 secondes par là. Mais seulement à l'époque, tous les médecins, tous les spécialistes de sport, tous les médias avaient déjà théorisé qu'il était impossible de parcourir le mile en moins de 4 minutes. Les médecins d'ailleurs le disaient, il était impossible de le faire parce que c'était physiologiquement impossible, biologiquement impossible. L'organisme de l'être humain ne pouvait pas lui permettre, la constitution physique de l'être humain ne pouvait pas lui permettre de parcourir cette distance-là en moins de 4 minutes. Alors, c'est alors que Roger Bannister a pris l'engagement ferme qu'il sera le premier à courir le mile en moins de 4 minutes. Vous voyez bien que cet engagement ferme, ça c'est du mindset. C'est pour ça que je disais, il faut aussi avoir un mindset qui nous permet de dépasser un certain nombre de choses. Donc, lorsqu'il prend cet engagement, on l'a traité carrément de blagueur à cette époque-là. Parce que comme tout le monde avait théorisé que c'était pas possible. Et comment quelqu'un qui déjà ne réussissait pas à produire le meilleur score dans le domaine pouvait prendre un tel engagement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lors d'une course en 1954, Roger Bannister va réussir à faire le mile en, tenez-vous bien, 3 minutes et 59 secondes. 3 minutes et 59 secondes. À force de travail, Roger Bannister réussit à faire le mile en 3 minutes et 59 secondes. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que lorsqu'il le fait, tous les médias, tous les médecins, on veut savoir pourquoi est-ce que cela est possible, comment cela a été possible. Mais on va se rendre compte que 6 mois après, John Landy, qui était aussi un athlète très talentueux à l'époque, John Landy
va pouvoir faire le mile en 3 minutes et 58 secondes. Voyez comment le fait que Bannister ait ouvert la porte a rendu le parcours du mile en moins de 4 minutes accessible à une bonne frange de personnes. D'ailleurs, 6 mois après, on aura plus d'une trentaine de personnes qui réussissent à courir le mile en moins de 4 minutes. Et la même année, avant la fin de l'année, on aura plus de 300 personnes qui réussissent à faire le mile en moins de 3 minutes et en moins de 4 minutes. Donc, d'ailleurs, je pense que le meilleur temps est détenu aujourd'hui par Hicham El Guerine, qui a réussi à faire le mile en 3 minutes et 43 secondes par là. Donc voilà aussi pour vous montrer que l'importance de disposer de quelqu'un autour de nous qui nous montre que c'est possible, qu'on peut aller plus loin. Et donc, le faisant, on va forcément dépasser la barrière qui a été construite dans l'imaginaire populaire, qui a été construite en nous, selon laquelle on est incapable de faire quoi que ce soit. Un autre point que je propose, qui peut aider également à se départir de ça, de l'impuissance apprise, c'est de comprendre que, effectivement, douter c'est un processus normal. Douter c'est un processus normal, mais persister dans le doute est sans doute la meilleure porte ouverte à l'inaction. Pour se départir de l'impuissance apprise, on peut simplement apprendre à se redonner le goût de la réussite. On peut appliquer en permanence la technique de diviser pour régner. On peut apprendre à ne retenir des autres que ce que nous jugeons important pour nous. On peut choisir des modèles et comprendre que, bien qu'ils soient des modèles, on peut toujours faire mieux qu'eux. On doit comprendre également que le doute est un phénomène naturel, mais que persister dans le doute est la porte nécessairement ouverte à l'inaction. Enfin, il faut certainement, sur le plan individuel, pouvoir modifier sa perception de son efficacité. Modifier sa perception de son efficacité est donc un facteur tout aussi important pour se défaire de l'impuissance apprise. D'ailleurs, je termine avec cette belle citation d'Albert Bandura qui disait que les personnes qui se perçoivent comme efficaces pensent, agissent, ressentent différemment de celles qui se perçoivent comme étant inefficaces. Elles produisent leur avenir plutôt que simplement de le prédire. J'espère qu'on a retenu quelque chose de l'échange d'aujourd'hui, car avant de savoir quelque chose, on ne le sait pas. Pour le savoir, il faut apprendre. Car la connaissance, une fois qu'elle est mise en œuvre, devient une source d'épanouissement. À bientôt.